podcast show. Maps, data, vision, you magicians. Hey, hey, it's the podcast show with Joe Magician. Bienvenue dans ce 5e épisode des Géomagiciens. Ici on parle de géomatique sans jargon inutile, de tech sans blabla et surtout de ce qui fait avancer vraiment nos métiers. Aujourd'hui je reçois Loïc Picavet, cofondateur et CEO de Polygonia, une startup qui combine intelligence artificielle et cartographie pour rendre la compréhension du territoire accessible et actionnable. On va parler parcours, produits, IA appliquée au SIG et aide à la décision et surtout concrètement ce que l'on peut faire avec tout ça. Salut Loïc, comment vas-tu ? Bonjour Emmanuel, merci encore de m'avoir accueilli ici, ça va très bien, il fait beau chez moi, il y a du soleil, tout va bien, je suis très content d'être là et puis de parler de ces sujets. Avec plaisir, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en aparté, le soleil là qui rayonne, je suis jaloux, tu as de la chance. Je suis un peu plus au sud que toi. Ouais, maintenant, tout à fait. Du coup, ouais, c'est un plaisir de t'avoir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. On se suivait depuis quelques mois maintenant, un petit moment sur LinkedIn. Et j'avais bien aimé ton approche et surtout le produit que tu proposes qui m'intrigue énormément. Et le but, c'est... j'ai tout un tas de questions. J'ai hâte de savoir un peu ce que tu proposes et ce que vous faites. Et évidemment, je imagine que toutes les questions que je me pose, eh bien, l'audience, les géomaticiens vont également se la poser. Donc voilà, l'idée, ça va être aussi un peu de découvrir et de faire découvrir ton produit à notre audience, aux géomaticiens, aux techniciens SIG, tous ceux qui travaillent avec de la donnée spatiale. Première petite question pour toi, Loïc. J'aimerais bien que tu te présentes pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Mais attention, je te demande de te présenter sans me parler boulot. Sans me parler boulot. Ah, tu l'as pas vu arriver celle-là. Non, je l'ai pas vu arriver. Déjà, je peux te donner des choses un peu classiques de moi. C'est-à-dire que j'ai 38 ans, je suis basé à Lyon maintenant. Je suis originaire du nord de la France, à côté de Lille. J'ai pas mal bougé dans mon parcours en descendant au fur et à mesure dans le sud de la France. Voilà, je suis papa de 2 filles, 8 et 4 ans, qui m'occupent bien. Voilà, et sans parler boulot, tu veux que je te décrive un peu ma journée type et on devine peut-être le boulot que je fais ou... Ah, ça peut être sympa, ouais. À quoi ressemble une journée type alors ? Tu te lèves à quelle heure ? Alors, déjà, je me lève tôt pour m'occuper des 2 enfants, les amener à l'école, tout ça, avec ma compagne. Donc voilà. Déjà, c'est le premier boulot de la journée. Après, il y en a d'autres en fait. Voilà, tu l'as dit un peu en introduction. Je suis pas mal occupé parce que j'ai plusieurs boulots en un, en fait. C'est-à-dire que je peux très bien coder le matin le produit. Je peux très bien préparer une démo pour un rendez-vous commercial l'après-midi à 14h. Écrire un contrat pour un client à 15h. Faire de la finance et gérer les questions des investisseurs potentiels qui s'intéressent en nous à 16h. Et puis après, je vais chercher les enfants et on s'occupe des enfants. Voilà, donc une journée bien remplie avec plein de missions et de tâches différentes, ce qui fait que voilà, c'est plein de métiers différents et ça me plaît. Ouais, ok. Est-ce que tu as deviné ? Ne pas parler boulot, ça a duré 20 secondes. Ah mince. Ma vie est beaucoup occupée par le travail, forcément. Je comprends. On peut parler boulot maintenant. Alors dis-moi, pour qui est-ce que tu travailles ? Écoute, depuis 1 an, je travaille pour moi-même et c'est un vrai privilège. C'est vraiment quelque chose qui donne un sentiment de liberté assez fort et qui me plaît beaucoup. Donc, je travaille pour moi-même, pour Polygonia, que j'ai cofondé avec Bastien Marceau. On y reviendra, j'imagine. Et donc, travailler pour soi-même, c'est tout faire soi-même. Il n'y a pas de service support, il n'y a pas de collègues. J'ai un associé et c'est très bien comme ça. Ouais. Alors, avant de rentrer dans le détail et Polygonia, une petite question déjà, c'est pourquoi ce choix, donc il y a 1 an, de travailler tout seul ? Est-ce que t'as pas eu le choix ? Est-ce qu'au contraire, c'est un choix fort que tu as dû faire ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu en es arrivé avant même de parler de Polygonia, comment est-ce que tu en es arrivé à créer Polygonia ?
On a le temps. La version courte, est-ce que la version On a le courte, temps, la version on est ensemble pour discuter en détail. Donc, prends le temps, dis-nous Ouais. ce que tu veux partager, hein. Ouais. Et ben écoute, en fait, Polygonia, c'est une entreprise d'abord d'informatique. Et moi, j'ai toujours été passionné d'informatique. Donc, depuis que j'ai 13 ans, où j'ai découvert le premier PC à la maison, j'ai pu commencer à développer en Visual Basic, un langage que les plus anciens peut-être connaissent. Et j'ai pu tester comme ça, créer des petits jeux, créer des petites applications client-serveur, etc. Donc, j'ai vraiment adoré ce truc-là. Et au fur et à mesure, j'ai décidé d'en faire un petit peu mon métier en allant au lycée, etc. J'ai hésité entre la finance et l'informatique à ce Ouais. moment-là. Et j'avais en tête cette passion, notamment aussi qui était renforcée par les jeux vidéo. On a tous, Mhm. une génération, on a pas mal joué aux jeux vidéo. Et du coup, j'avais aussi envie de développer mes propres jeux vidéo, tout ça. Donc voilà, donc j'ai fait ce choix-là d'informatique. Le parcours est un peu semé d'embûches pour y arriver là où je suis aujourd'hui, puisque voilà, j'ai choisi l'informatique, mais à l'école, j'étais pas forcément très assidu. J'avais des capacités, on va dire, comme disaient les profs, mais finalement, je les exploitais pas, je travaillais pas beaucoup. Et du coup, pour faire l'informatique, il fallait à mon époque faire plutôt un bac scientifique. Mhm. On appelait ça comme ça à l'époque, je crois que ça a changé maintenant. Et du coup, je suis allé dans cette voie-là, j'ai fait une première S, où là, j'ai pris un choc. C'est-à-dire que sans travailler, arriver en première S, c'est compliqué. Donc, j'ai redoublé ma première S. Donc déjà, premier obstacle, j'ai changé de lycée en même temps. Et puis, voilà, j'étais pas très assidu à l'école, j'écoutais pas trop. J'avais envie d'aller dans l'informatique, mais voilà, sans vraiment T'étais quand volonté de même un peu travailler. matheux, non? Voilà. Et donc en fait, voilà, matheux, j'aimais la physique. J'en ai fait mon option en terminale d'ailleurs. Et donc j'ai passé finalement mon bac S, où j'ai travaillé les 15 jours avant, en gros, hein, les 15 jours avant l'épreuve durant Roland-Garros. Je m'en Ouais, souviendrai toute franchement, ma vie. passer le bac S en ayant bossé que 15 jours avant, là, si c'est passé, il y a du talent là, hein. Ouais. Alors c'est passé, mais bon, ça m'a créé d'autres obstacles. Tu verras après. Ah. Et Donc j'ai quand même eu mon bac. je rebondis juste parce que ton histoire me rappelle pas mal la mienne, où c'est la même chose. Seule différence, c'est qu'au moment où j'ai voulu passer en première S, ils m'ont dit non. Ils m'ont dit soit tu vas dans une autre première, ou alors tu refais ta seconde. J'étais obstiné sur la première S, donc j'ai refait la seconde. Ah, ok, Et donc intéressant. je suis passé ensuite en première S. J'ai pris aussi une claque. Mais j'ai réussi à aller au bout et à passer la terminale et le bac S. Mais Ah, c'est je pense similaire. que Ouais. j'aurais jamais réussi en ne bossant que 15 jours avant. Les 2 ans Ah non mais m'ont été utiles. non, mais c'est sûr. Après, voilà, mais tu verras que ça a eu un impact. C'est-à-dire que comme je bossais pas vraiment dans les trimestres, mes notes dans les trimestres étaient autour de 8, 9, quoi. Et du coup, mon dossier, tu verras, il n'était pas suffisant pour atteindre ce que je voulais après. Et Eh du coup, oui. je l'ai payé. J'ai eu le diplôme, j'ai eu le moment T, Ouais. quoi. Mais finalement, Après, tu as voulu aller peut-être en école où il y avait une analyse du dossier, et c'est là où. c'est ça, Ouais. c'est ça. Donc voilà, j'ai mon bac avec mention assez bien, Ah un ouais, en peu ayant par bossé miracle. 2 semaines avant. Ouais, je m'y attendais pas. Mais en fait, ce que tu disais, je suis matheux, physique, etc. J'ai eu la Ouais. moyenne que dans les matières scientifiques. Donc j'ai eu Ok. 19 en physique et Ah c'était ma oui, ça aide. spécialité. Ah ouais. Ok. Voilà. Donc Ouais. coefficient 9. Voilà, j'ai eu 15 en maths et 15 en SVT et 15 en sport. Et le reste, Et du j'ai coup, eu le tout reste, en ça dessous de compte la pas, quoi. moyenne. Ouais, le reste, vaut mieux pas regarder de trop près. En Ouais. vrai, c'est de la stratégie appliquée, là, hein. Voilà, c'est l'optimisation sous contrainte. C'est Voilà, ça. on est là-dessus. Donc ouais, c'est marrant que tu aies un profil assez similaire. Ouais. Euh, Et dans la foulée, moi, pareil, alors à l'époque, c'était une école d'architecture que je voulais faire. ok. Et c'est le dossier qui est bloqué, en effet. Parce que j'avais passé Ah le bah ouais. bac avec pile poil les moyennes. Et donc, ça passe, c'est cool. Je peux aller à l'étape suivante. Sauf que l'étape suivante, si ça se passe sur dossier, bah, j'ai beau avoir le bac S en école d'archi, c'était un peu tout Ah oui. comparable. Donc, j'ai dû Ok. faire autre chose. Mais je te Ah rends bah la c'est parole, intéressant, hein. Ouais. tu Ouais. me raconteras après. Bah moi c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que je suis passionné d'informatique, je postule au DUT informatique de Lille en croyant que je vais être pris naturellement. Mhm. Et en fait ils jugent mon dossier et ils me disent bah non, non tu viendras pas en DUT chez nous comme toi en fait. Hein. Ouais. Et là je me retrouve pris de court quoi, c'est-à-dire que j'ai postulé qu'à ça Ouais. et j'ai rien d'autre.
Et puis septembre arrive, octobre arrive, je m'inscris à l'université de Lille, Villeneuve d'Ascq, à côté de Lille, Ouais. en mathématiques, informatique, mécanique, physique. Et en Ok. fait, je fais 3 mois là-bas. À l'université, on connaît tous un petit peu. Moi, je voulais travailler vraiment dans l'informatique, en fait. Mhm. Je voulais développer, etc. Et là, ça me correspondait Plein de pas, quoi. modules, peut-être, des UE, des Ouais. choses obligatoires qui sont pas forcément pertinentes sur ce que tu veux faire. Ouais, c'est ça. Mm. Puis des maths avec des profs russes qui parlent à moitié Mm. français. Ouais. On comprenait rien. Enfin, et puis des amphis gigantesques où Mm. il y a la moitié qui écoute pas. Mm. Et voilà, moi, ça m'a pas plu. Donc, Mm. au bout de 3 mois, Euh, j'ai arrêté. Et puis là, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais, quoi, en fait, hein. Et du coup, j'ai commencé à travailler pour essayer Ok. de gagner un peu d'argent et faire quelque chose un peu de ma vie. Donc, c'était une période, tu verras, qui a duré un petit peu et qui était un petit peu difficile, quoi, parce que forcément, j'avais envie de travailler dans l'informatique et j'avais pas envie de faire les métiers en intérim que je faisais. Ouais. J'ai travaillé dans les usines à fabriquer des tapis de voitures en caoutchouc, hein, sur une machine pendant 8 heures Ouais. avec du caoutchouc moulé. Toutes les 8 secondes, il y avait un tapis qui sortait. Mm. Je découpais le tapis, et puis voilà, ça pendant 7 heures. Donc, c'est des boulots Ouais. qui sont quand même très éreintants, Donc, tu as très fait ça, là, difficiles. c'était après les 3 mois de fac. C'était le petit Ouais, c'est job. ça. Et tu as fait ça pendant combien de temps, là, Ah ce job-là, bah, c'est typiquement? ça, j'ai fait ça en fait du coup, après la fac, 1 an et demi. Et est-ce que pendant cette année et demie, tu avais toujours en tête, je fais ça en attendant que je trouve ma voie, ou tu t'étais un peu résigné en mode, bah, je fais ça parce qu'en fait, je sais pas quoi faire? Ouais, ouais, non, c'est une bonne question. En fait, je me suis dit, bon, je vais travailler un peu en intérim, comme ça, je me fais un peu d'argent, et puis à la rentrée prochaine, je vais être au taquet, Ouais. je vais reprendre l'informatique. Donc, j'avais cette volonté encore. Sauf qu'à la rentrée d'après, en fait, comme j'avais travaillé déjà un petit peu, j'avais envie de garder un peu ce pécule que j'avais Ouais. chaque mois. Ouais. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un BTS en alternance, c'est parfait, un peu d'informatique, un peu d'école, un peu de travail. Et en fait, galère de trouver une Faut trouver entreprise, l'alternative. quoi. Ouais, C'est j'ai classique, hein. anticipé. C'est incroyable à quel point ce discours-là, il revient tout le temps, quoi. Ouais, Galère à trouver l'entreprise. Ouais. ouais, c'est ça. Et pas d'entreprise au mois d'octobre, novembre. Hmm. Et là, l'école, elle a dit, bah, tant pis, quoi. Ça se passe No go. comment? Tu commences en septembre l'école ou Non, tant que t'as non, pas tant d'entreprise, que t'as pas. non, tu commences pas. Ok, ok, Mais par contre, t'as un délai, tu peux aller jusqu'au mois 1er novembre pour trouver ok. une entreprise. Ouais. Oh, le stress que ça Et doit être. voilà. Ouais, c'est clair. Et puis là, tu prends un deuxième coup de massue, un deuxième obstacle, Hmm. tu dis, bon, bah, en fait, j'ai rien. Hmm. Et là, l'année d'après, bah, encore pareil, des petits boulots, des trucs comme ça, pour attendre la rentrée d'après aussi. Mais là, beaucoup de doutes quand même, hein, te dire, en fait, je vais pas réussir à faire mon rêve, quoi. Et tu te projettes plutôt dans une vie telle qu'elle est à ce moment-là, quoi. Tu te dis, en fait, ça Hmm. va être ça un peu ma vie maintenant, quoi. Hmm. Et elle est dure quand même. Voilà. Hmm. Et voilà. Et du coup, tu vois, j'ai une anecdote, notamment dans cette usine de tapis, qui m'a fait un peu un coup au moral, c'est que je travaille sur la chaîne, le tapis sort, etc. Je récupère le tapis, il y a un mec qui vient, le responsable, il appuie sur un bouton, il arrête la machine. Donc là, je me dis super, parce que c'est quand même très, 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 très chiant, en fait, hein. Ouais. Et du coup, c'est cool, il arrête. Par contre, il me dit, ah Loïc, viens, j'ai une question à te poser. Et il me dit, excuse-moi de te demander ça, mais est-ce que tu sais compter facilement jusque 100? Et du coup, je comprends même pas la question sur le moment, en fait. Je Ouais. me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe, en fait? Je comprends pas. Et il me dit, ouais, de te demander ça, mais c'est vrai qu'on a des fois des gens qui sont un peu en difficulté sur ces aspects-là, etc. Je dis, ok, pas de problème. Et du coup, il me dit, ouais, bah voilà, il y a des tapis là-bas à les compter. Et du coup, si tu peux faire des paquets de 100. Ok, très bien, je le fais. Mais c'est vrai que ça m'a fait un petit électrochoc, en fait, Hmm. en me disant, il y a quelques mois, je faisais des équations différentielles, Hmm. voilà. Et là, on me demande si je compte Hmm. jusque 100. Donc, Hmm. voilà, je dénigre pas, mais je veux dire, c'était pas ma place, c'était pas ça que Hmm. je voulais faire, quoi. Ouais. Voilà, Ouais. petite anecdote. Ouais, c'est le genre de situation où ça te rappelle que tu t'es mis là dans une case, entre guillemets, comme tu dis, on dénigre pas, mais tu t'es mis dans une catégorie, dans une case où tu te dis, bah en fait, je suis pas à ma place, et là, ça te le rappelle, et ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis c'était dur, hein, psychologiquement. Tu vois, je faisais des 5h, 13h, j'avais pas le permis, donc j'y allais en vélo le matin. Et ensuite, l'après-midi, bah, t'as pas grand-chose à faire, donc tu traînes un peu avec tes potes. Hmm. Tu vois, tu bois des bières Hmm. l'après-midi. Enfin, tu vois, t'as des délires Hmm. comme ça. Ouais. Et en fait, tu comprends comment tu peux un peu t'enfoncer dans une Ouais. vie qui te ressemble plus et qui. Ouais. Ouais. Et Alors, donc, comment t'as bon, fait? voilà.
Voilà, je m'en suis. Et ben, je me suis dit, là, c'est près d'après, donc 2 ans après mon bac. Là, je postule, mais dans tous les DUT de France, quoi. Donc, donc j'ai postulé dans tous les DUT. Heureusement, celui de Lens, donc c'est là où j'ai commencé à aller un peu plus dans le sud, Lens, un peu plus au sud de l'île, m'a pris. Et super DUT avec des bons profs, etc. Et donc là, super intéressant parce que moi, je suis hyper motivé. C'est-à-dire que là, j'ai pas un parcours où j'ai suivi les études en me disant Ouais, qu'est-ce que je vais faire. Non, ouais. je suis là, je T'as sais pourquoi faim. je suis là, quoi. Ah, j'ai Ouais, faim. Je suis au premier rang. Je ouais, suis plus côté du ouais. radiateur au fond. Je suis au premier rang. J'ai pas à me forcer. Les profs me parlent d'informatique. C'est génial, quoi. Ouais. Donc une forte implication, Hmm. des projets, etc. Du coup, j'arrive même à finir major de ma promo, quoi, tu vois, sans forcer. Euh, Parce que j'ai de l'intérêt, j'ai compris que c'était ça que je voulais faire. Hmm. Donc premier de ma promo, on me dit bah super, les premiers peuvent partir un semestre et un stage à Montréal en fin de DUT. Trop Donc bien. génial, hein. J'adore les voyages, hein, c'est aussi un truc Ouais. qui me plaît. Et là, voyager aux États-Unis, enfin aux États-Unis, en En Amérique Amérique, du Nord. Nord-Amérique, Amérique Ouais. du Nord, alors que 2 ans après, bah, tu es dans une usine Ouais. de tapis ou Ouais. d'autres choses. C'était un peu un rêve éveillé quand même Bah pour oui, moi. c'est clair. Et donc voilà, fin d'études, semestre à Montréal, à l'UQAM, dans une université, super. Euh, avec la différence un peu entre la France, où on a des cours parfois jusqu'à 23 heures, quoi. Il y a des cours qui sont de 20 heures à 23 heures. Ah ouais. Parce que, en fait, c'est des intervenants extérieurs, Hmm. super passionnants, qui travaillent, et puis le soir, qui te font des cours sur la cybersécurité, Waouh. voilà, tout ça. Voilà. Trop bien. Euh, Ça, c'était à donc Montréal, voilà, hein? Montréal, ouais. Ok. C'était Montréal. quelle université ou... UQAM, Oui. Ok. Université du Québec à Montréal. Ok. Une Ok. grosse université, hein. Ils sont des dizaines de milliers d'étudiants chaque année. Ok. Trop bien. Voilà, et puis mon stage de fin d'études chez AXA, dans Ouais. des tours à Montréal, au 25e étage, hyper impressionnant. Et ensuite, les profs me disent, bah en fait, Loïc, essaie de continuer, voilà, continue un peu tes études, d'aller dans une école d'ingénieur ou autre. Moi, à la base, en fait, moi, je viens d'un milieu où on m'a jamais vraiment parlé d'école d'ingénieur, de prépa, je sais même pas vraiment ce que c'est, tout ça. Et on me dit, bah postule dans les écoles d'ingénieurs, donc je postule à l'UTC, donc l'Université de Technologie de Compiègne, Ok. donc un peu plus au sud aussi encore, et INSA Lyon, etc. Et puis mon choix va plutôt vers l'UTC. Pareil, super école. Pendant 3 ans, je traite d'informatique, de gestion de projet, donc un diplôme d'ingénieur à la fin. Et Classe. là vient le stage de fin d'études. Et comme beaucoup d'écoles de l'UTC, enfin d'étudiants de l'UTC, on va tous aussi un peu au sud, donc on va à Paris travailler. Et moi, Ouais. je trouve un stage chez Dassault Systèmes. Ok. Je sais pas si tu connais Dassault Systèmes. Le Nord d'Assaut, ouais, de nom, si tu peux Ouais, nous voilà. expliquer. Souvent, là, on a Dassault en tête. Ouais. Donc, ça me permet d'expliquer un peu ce que c'est Dassault Systèmes. En fait, Dassault Systèmes, c'est des gens qui travaillent chez Dassault Aviation, donc pour fabriquer des avions, hein, typiquement il y a peut-être 40, 50 ans, je sais plus exactement. Et en fait, ils ont développé des outils logiciels pour les aider à ne plus travailler sur des feuilles immenses pour développer les avions. Ok. Donc, ils ont développé des logiciels de CAO qui sont devenus CATIA, que tout le monde connaît, hein, qui permet de faire la CAO. Mhm. Et donc voilà, des fondateurs qui sont partis Dassault Systèmes pour créer Dassault Aviation pour créer Dassault Systèmes. D'accord. Et ils se sont spécialisés dans les logiciels de modélisation, de simulation, de CAO, etc. Ok. Voilà. Et ils ont plusieurs entités, dont le logiciel principal c'est Katia. Mais moi, je travaille pas sur Katia. J'ai été recruté pour travailler sur de la réalité augmentée autour d'un véhicule automobile. Ok. Trop bien. Voilà. Donc, l'idée, c'était de tester un peu cette technologie. On est en 2013 à l'époque. C'est Ouais. assez nouveau. Donc voilà. Dassault Systèmes, stage, super boîte. Vraiment une boîte d'ingénieurs. Je me retrouve dans un monde où les gens sont hyper intéressants. J'apprends plein de choses. Hyper à la pointe aussi. Et maintenant, c'est une grosse, grosse boîte, hein. Ouais. Vraiment, ils font ils font des milliards de chiffres d'affaires. Ouais. Et là, tu t'es senti comme un poisson dans l'eau. On te demandait pas si tu savais compter jusqu'à 100. Non, mais à contrario, on te demande si tu sais faire des trucs, des projections de matrices, tu sais, Eh pour oui. travailler sur la réalité augmentée, tu as des trucs un peu Ouais. extrêmement compliqués. Et Ouais. du coup, là, tu dis, OK, voilà, il va falloir travailler. Ouais. Ah, c'est quand Effectivement. même plus Ouais, ouais. stimulant. Ouais, ouais, non, c'est clair. Et puis les gens sont super. Tu vois, j'étais dans le même étage que le PDG.
et le PDG de cette grosse boîte, hein, vraiment des milliers de collaborateurs et tout. J'étais dans le même bâtiment et on prenait parfois l'ascenseur ensemble. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il me posait toujours des questions. Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Le mec, il se déplace en hélicoptère, quoi, tu vois, des fois. Donc, et là, il me pose des questions à moi, petit stagiaire. Tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais ça, c'est vraiment ce rapport à la hiérarchie qui est hyper intéressant. Et tu vois, c'est le genre de boîte que ça peut être à travers cette anecdote. Voilà, donc dis-moi si je suis un peu long, mais voilà, le parcours. Non, mais je trouve ça très intéressant et je pense que le parcours que tu as, il me fait penser un peu au mien, même si peut-être que ouais, j'ai peut-être eu un peu plus de chance sur une fois que je suis rentré en gros, si je reprends après le bac, j'ai fait un peu comme toi une année de fac, un peu test, qui ne s'est pas placé comme je voulais. Mais après, j'ai rebondi sur une autre... Enfin, j'étais parti en licence économie, où je me suis dit que je voulais quand même faire de l'architecture. Et en attendant, j'allais retenter les concours l'année d'après. En attendant, je vais faire de l'économie parce que, pourquoi pas, voilà, s'intéresser à l'économie, ça peut toujours servir. Bon, en fait, ça ne m'a pas du tout intéressé. Donc, l'année, pareil, j'ai bossé à gauche, à droite en attendant l'année d'après. Okay. Et l'année d'après, au lieu de faire l'architecture, c'est là que j'ai découvert l'aménagement du territoire et la cartographie. Et j'ai découvert... en fait, j'adorais les cartes. Genre, quand je vois une carte, je bug. Okay. Et je m'en étais pas rendu compte qu'il y avait un métier qui existait avec les cartes. Et quand j'ai découvert ça... Je me suis dit, trop bien, je me lance. Et après, du coup, j'ai eu un parcours classique, quoi, licence, master, où tout c'est... Ouais, après, tu avais trouvé un peu ta voie et tu as suivi les formations qui allaient bien pour ça. Donc, en ce sens, c'est peut-être un peu moins intéressant. mais ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que je pense que ça doit parler à beaucoup de gens. C'est assez commun finalement de chercher sa voie. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est de montrer à quel point l'adversité, quand tu te retrouves un peu dos au mur, ça te met des petits coups d'électrochoc. Où là, le coup du premier rang, en vrai, moi aussi, j'ai été premier rang dans des périodes où j'étais en difficulté, quoi. J'ai fait une année d'études, pour le coup. Toi, tu as fait Montréal, moi, j'ai fait les États-Unis. Et j'avais du mal avec l'anglais à l'époque. J'étais le meilleur de ma promo à l'université d'Orléans en anglais. On m'appelait le bilingue. J'arrivais aux États-Unis, je ne savais pas parler, quoi. c'est pas le même anglais. Tu allais confiant en disant OK, let's go. Ouais, j'ai fait les tests, machin, je parle anglais, c'est bon, je suis arrivé, je comprenais rien, on me comprenait pas. Donc j'étais tout d'un coup devenu un élève en difficulté, entre guillemets. Et là, c'était en mode premier rang, quoi. Premier rang pour réussir à capter. Apprendre. C'est ça. Et c'est vrai que je trouve que... un peu comme toi au lycée, et même si je remonte au collège, j'étais pas l'élève du premier rang qui était le plus intéressé et toujours être au taquet à fond. Voilà, je tournais dans la moyenne, voilà, j'étais pas forcément l'élève le plus intéressant. Ouais, c'est ça. Et c'est seulement plus tard, finalement, avec la maturité presque, j'ai envie de dire, que tu te rends compte qu'en fait, tu as tout à gagner en écoutant et en apprenant. Et ça, je trouve qu'on se rend compte encore plus en tant qu'adulte, là, dans la vie active, où on se dit, attends. Il y a un moment, j'étais assis sur un banc et il y avait un gars, il a une expertise et il va me parler de son expertise pendant des mois et je vais pouvoir absorber tout ce qu'il me raconte pour le réutiliser plus tard. Attends. Ça existait, ça? Je vais attends, mais je faisais quoi? Parce que moi, je me rappelle de 2-3 trucs que je retenais pour l'examen, mais je me rappelais pas que... Et du coup, c'est assez... Je pense que ça va parler à pas mal de gens. Ouais, puis on reparlera de l'intelligence artificielle, mais justement, moi, je retrouve ça avec l'intelligence artificielle où tu as en face de toi quelqu'un avec qui tu peux discuter, je personnifie le truc, mais qui t'apporte une connaissance aussi et qui peut te stimuler comme ça. Ouais. Et notamment, ça stimule beaucoup, je trouve, de manière cognitive, quoi. C'est-à-dire qu'elle t'apporte beaucoup. Ouais. Il faut digérer, toi, dans ton petit cerveau. Ouais. On en reparlera. Ouais, on en reparlera, mais on en reparlera. Bien sûr. C'est un peu l'objet. Je peux peut-être finir mon parcours, ouais. Parce que là, on est qu'en 2016, là. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, il nous reste encore, là, on est en 2026, il nous reste 10 ans, là. Ouais, non, t'inquiète, après, ça avancera un peu plus. Je vais t'expliquer. Voilà. Ensuite, je travaille 2 ans chez Dassault Systèmes sur un logiciel qui s'appelle Home by Me. C'est un logiciel en 3D qui permet de refaire un peu ta maison, aménager ton intérieur. Des logiciels qui sont aussi utilisés chez Ikea ou Castorama quand tu vas faire un peu tes placards, tes meubles, ton agencement en fait d'intérieur. Donc très bien. Donc là, je suis pas encore dans le SIG. Tu vas voir, je vais rentrer un peu dans le système d'information après dans mon expérience d'après, où je vais chez Thales, Training et Simulation, à Cergy, à Paris.
Mhm. Et là, j'y vais en tant que développeur 3D aussi pour travailler sur des simulateurs de vol, principalement de vol, pour des pilotes d'hélicoptères, d'avions. Ok. Et donc, ils fabriquent des gros engins, des grosses boules sur vérin hydraulique où tu as des cabines à l'intérieur et les pilotes s'entraînent dedans, comme dans un jeu vidéo, en fait. Tu as 6 projecteurs qui projettent un environnement virtuel. Alors, virtuel, réel, tu verras pourquoi. Et qui est cet environnement-là qui est fabriqué à partir de données SIG. Ok. Typiquement, on travaillait pas mal avec des militaires français. Et c'est là où je suis rentré par le SIG. Hein. Je sais plus qui disait la géographie, ça sert surtout et en premier lieu à faire la guerre. Il y a Ouais. quelqu'un qui disait ça, je sais plus exactement qui. Yves J'ai plus la Lacoste, je ref crois. non plus. Yves Lacoste, je pense. Ok. Ouais. Un géopoliticien, un cartographe, etc. Et effectivement, moi, je suis rentré un peu plus par ça. Alors, la guerre, là, c'était plutôt pour entraîner les militaires français, hein, principalement, pour aller au Mali, en Afghanistan. À l'époque, c'était ça, lutter contre le terrorisme. Et donc, du coup, c'est là où je suis rentré j'ai compris le SIG et je suis rentré dedans. C'est-à-dire qu'on avait une chaîne de développement logiciel qui prenait des données libres, OpenStreetMap ou autres, des données militaires, et qui générait, avec Extension ou QGIS à l'époque, Ouais. qui générait des environnements virtuels hyper performants Mhm. pour que les pilotes s'entraînent dedans. Et c'était l'Afghanistan, le Mali, donc des mondes entiers, quoi. Donc, Ouais. hyper impressionnant technologiquement. Et c'est comme ça que je suis rentré un peu dans SIG, chez Ok. Thales. Interruption de 30 secondes dans cet épisode car j'ai un message à vous faire passer. Si vous écoutez ce podcast et que vous êtes géomaticien, vous devez absolument comprendre qu'il y a 2 types de géomaticiens. Il y a ceux qui utilisent encore les outils de 2018 et ceux qui utilisent les outils du présent. Si vous vous demandez dans quelle catégorie vous êtes, j'ai créé un petit diagnostic. 8 questions, ça prend 2 minutes à remplir et à la fin, vous savez directement dans quelle catégorie vous tombez. Et si vous êtes dans la catégorie qui a encore pas mal de choses à apprendre, eh bien ça tombe bien, il y a la formation l'IA pour les géomaticiens qui débarque, une tournée nationale, vous allez me voir voyager de ville en ville, donc n'hésitez pas dans la description de cet épisode, vous retrouverez le lien pour pouvoir faire ce diagnostic et on se retrouve peut-être sur la route dans votre ville en formation. Et de suite, retour à l'épisode. Ouais, donc là, je disais, voilà, c'est là où j'ai découvert le SIG et l'usage qu'on pouvait en faire. Voilà. Donc j'ai travaillé sur à la fois la chaîne de développement SIG, mais aussi sur le moteur de rendu, principalement moteur de rendu 3D maison. Voilà. Et ensuite, au bout de 1 ou 2 ans, je suis passé responsable de ces logiciels-là. Donc product manager de ces logiciels. Donc voilà, voir un peu la stratégie, la vision, qu'est-ce qu'on avait envie de faire, et puis voilà. Ensuite, on a voulu quitter la région parisienne. On venait d'avoir notre premier enfant et la région parisienne, c'était un peu compliqué. Donc, avec ma compagne, on a décidé d'aller plus au sud. Ouais. Alors, je sais que Lyon est pas forcément le sud pour toi, venant d'Aix-en-Provence. Parce que tout à l'heure, on était off enregistrement et tu me disais que tu étais dans le sud et tu me disais aussi que tu étais à Lyon. Et du coup, j'ai bugué. Je t'ai fait, attends, je comprends pas. Tu es dans le sud ou à Lyon Mais c'est vrai que pour un Voilà. Lillois, ok, Lyon, c'est le sud. Ouais, voilà. Donc, beaucoup plus de soleil ici. Pour moi, c'est le sud. Ouais. Donc on a décidé de partir de la région parisienne et pour aller s'installer plus au sud. Et voilà. Et j'ai trouvé un travail chez Cyril Group, Business Géographique, Ouais. en tant que responsable produit sur la partie mobilité. Ok. Donc tout ce qui est l'application mobile, comment les utilisateurs vont les utiliser sur le terrain pour faire des saisies sur Ouais. le smartphone ou sur les tablettes. Donc je suis rentré là-bas en tant que responsable produit avec une petite équipe de développement. Là Et t'es en ensuite, quelle année là, je suis en 2020. Moi, j'arrive en plein Covid. 2000. C'est-à-dire, je travaille Ok. 1 mois. Je travaille 1 mois et on est en plein Covid. Ok. Je vois pas les collègues, etc. Donc, une entrée un peu difficile. On a tous Ok. vécu une période un peu Ouais. difficile, peut-être. Mais en même temps, moi, j'étais dans le sud. Il y avait du soleil. Donc, voilà, ça compensait. Donc, on est en 2020, ouais. On est en 2020. J'arrive pas à accepter quand tu dis sud, soleil, Lyon. Ça fait toujours bizarre. Ça bug. Quel soleil. Bon, aujourd'hui, ouais, t'as du soleil. Ouais. Non, mais en plus, il y a du froid en même temps. Donc, Lyon, Ah c'est oui. un peu soleil et froid, quoi. Ouais, donc voilà, business géographique où je fais 1 an et demi, je crois, Ok.
en tant que responsable produit mobile. Ça se Mhm. passe bien. On me propose aussi de monter un pôle innovation, comme je suis très voilà sur la 3D, le jumeau Mhm. numérique du territoire, etc. Et du coup, je monte un pôle innovation où on a quelques personnes dedans en parallèle qui travaillent. Ça se passe bien. C'est là où on creuse un peu tous les sujets aussi IA. On commence à regarder tout ça. C'est avant ChatGPT, etc. Mais, tout ce qui est machine learning, Ouais. tout ça. Et puis, on me dit, bah, ça serait bien qu'en fait ces innovations atterrissent dans les produits en fait Ouais. directement. Donc coupler l'opérationnel et l'innovation et la stratégie. Et Mhm. du coup, je deviens responsable des produits SIG plus globaux. Donc la solution Géo, pour pas la Ouais. nommer, que j'imagine beaucoup ici vont connaître. Ouais. Donc je deviens responsable du produit SIG mobile, globalement le SIG global. Voilà, je travaille et c'est là où je rencontre mon associé actuel, Bastien Marceau, avec qui Ouais. j'ai travaillé sur la partie mobile et sur le SIG global. Lui, il est tech lead de l'équipe. Ok. Voilà. Et moi, voilà, j'ai un rôle de product manager, donc product manager et product owner. Donc, pour ceux qui s'intéressent à ce métier-là, c'est assez intéressant la partie produit. C'est-à-dire qu'il y a deux composantes dans le produit. Il y a la partie discovery, c'est-à-dire discuter avec les collectivités. Il y a beaucoup de collectivités, les collectivités de toute taille, pour comprendre leurs besoins, Mhm. comprendre ce qui les intéresse et le retranscrire, pas directement, mais en analysant, retranscrire en stratégie, en roadmap. Et Mhm. ensuite, la partie delivery, comme on dit en Ouais. anglais, qui est plutôt la partie suivi du développement, donc Mhm. spécifier les tâches, les petites tâches, les mettre en petits paquets et les faire développer par l'équipe technique avec leur point de vue, etc. Et s'assurer qu'on livre bien les fonctionnalités attendues. Donc voilà, Ok. rôle du product manager. Super Et intéressant. ensuite, au bout d'un moment, et là on va arriver sur Polygonia, au bout d'un moment, je m'y retrouve plus là-bas. Et je commence à réfléchir un peu à ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai toujours un peu rêvé de créer une entreprise. Et là, je me dis, Loïc, tu as 12-13 ans d'expérience, tu as la maturité, tu commences à connaître un peu de quoi tu parles, et puis tu as envie de te lancer, bah vas-y, lance-toi. Il y a l'intelligence artificielle aussi qui est arrivée et qui me donne plein d'idées comment révolutionner le domaine de la géomatique. Euh, et puis surtout, tous les pain points, enfin, c'est-à-dire les douleurs, tous les points de friction que j'ai pu voir en discutant avec des centaines de clients là-dessus, et ben je me dis ça serait bien de les résoudre et c'est pas dans mon entreprise actuelle que je vais réussir à les résoudre. Mhm. Euh, et du coup, bah, je décide d'en parler à Bastien Marceau en l'occurrence pour créer Polygonia Ouais. pour résoudre ces problèmes-là et créer un peu un SIG nouvelle génération à notre image, quoi. Ouais. Alors, est-ce que tu Voilà. peux nous Voilà un peu. présenter Polygonia, ce que c'est, comment ça fonctionne? Ouais, ouais, volontiers, ouais. Alors Polygonia, c'est un ensemble de solutions pour aider les acteurs du territoire à mieux gérer et mieux décider. C'est une plateforme qui est pensée pour les géomaticiens, pour les aider à fournir les meilleures informations à leurs utilisateurs. C'est une plateforme qui est aussi développée et ça fait partie de notre mission de Polygonia, c'est-à-dire rendre accessible l'information géographique, l'information territoriale à tous. Euh, Typiquement, on en rediscutera peut-être, mais dans les pain points qu'on identifie, c'est que c'est des outils quand même qui sont assez complexes, experts, et qui Mhm. nécessitent des experts pour être utilisés. Sauf que, en fait, le besoin et la compétence, en fait, dans les entreprises, elle est rarement au même endroit. C'est-à-dire que les opérationnels, les décideurs, les services métiers, eux n'ont pas la compétence technique et du coup ils passent par des intermédiaires qui sont des Mhm. géomaticiens et c'est bien comme ça. Mais du coup, voilà, tu as un délai, Mhm. tu as une perte d'information, tu as une retranscription. Donc en fait, moi j'ai vu plein de fois des services métiers demander à des géomaticiens de recréer une appli. Ça prend du temps parce que le géomaticien est très occupé et en fait ils retranscrivent leurs besoins mais retranscrivent assez mal. Le géomaticien crée l'appli, finalement le service métier la récupère et ça correspond pas exactement à ce Mhm. qu'il souhaite. Et du coup, ça, tu vois, c'est un des points d'entrée qui a fait notre mission, c'est démocratiser l'accès à l'information géographique et à la décision. Voilà un petit peu. Et les solutions qu'on essaie de mettre en œuvre, la vision globale. Et puis pour la mettre en œuvre, et bah, on développe, moi je le décris un peu comme ça, plein d'agents IA. Donc en fait, on a regardé tout le processus de création d'une application ou en passant du besoin à la récupération de données,
au processus de traitement de données, à la création de l'application, à l'analyse ensuite faite par les opérationnels. On a regardé tout ce processus-là, on a défini tous les pain points, les points de friction sur ces endroits-là, et on s'est dit comment la technologie va nous aider à résoudre ça pour tous les acteurs sur la chaîne. Voilà. Et du coup, notre truc, c'est un peu de créer des agents IA qui vont, sur l'ensemble de cette chaîne-là, solutionner les problèmes. Et du coup, maintenant, on entrera peut-être un peu en détail, mais on a des agents qui vont aider l'administrateur, les géomaticiens à ingérer de la donnée dans son système. Tu vois, on connaît tous un service métier qui te donne un fichier Excel super mal formé, il manque des colonnes, il n'y a pas d'informations, etc. Typiquement, on a un agent qui va prendre ce fichier-là en paramètres et puis il va l'analyser et puis il va te faire des recommandations, il va écrire du code derrière pour améliorer le fichier jusqu'à temps qu'il soit prêt et tu peux discuter avec lui pour dire ça, corrige ça, corrige ça. Il t'affiche le rendu et une fois que tu as dit go, ça respecte ma gouvernance, ça respecte tout ce que je veux, et go, ça envoie en base de données et au moins le fichier il est carré. Et du coup, tu vois, le géomaticien, il est assisté, quoi. Ouais. On a plein d'agents qui font du géocodage, qui utilisent les services un peu de géocodage derrière. En fait, on a un set d'outils que les agents peuvent utiliser là-dessus. Ok. Donc, désolé, voilà, je t'ai un peu coupé. Tu disais, donc voilà, ça va assister des géomaticiens. Est-ce que ça peut aussi être utilisé par exemple, un chef de projet qui ne fait pas de géomatique ou alors qui a juste accès à quelques données sur un logiciel SIG, peu importe lequel, mais qui est pas à même de modifier la donnée, de créer. Voilà. Est-ce que lui peut prendre en main cet outil et se débrouiller comme un grand pour pouvoir faire, par exemple, son géocodage? Ouais, exactement. En fait, c'est un peu la deuxième partie, c'est-à-dire comment on simplifie l'accès à l'information géographique. Et typiquement, on a deux agents dont je vais pouvoir te parler qui font un peu ce travail-là. On a un agent de création d'applications en langage naturel. Donc, c'est-à-dire qu'un opérationnel, un décideur, il va se baser sur l'infrastructure géospatiale mise à disposition par les géomaticiens. Donc, moi, je vais arrêter d'appeler géomaticiens. Il faudra peut-être revoir le nom du podcast, mais plutôt des data scientists spécialisés dans le big data territorial qui vont mettre en place une infrastructure. Et lui, il va utiliser cette infrastructure. Il va l'utiliser comment? L'idée, c'est de simplifier. Lui, il connaît pas les logiciels, il connaît pas QGIS, il connaît pas les menus, les machins. Il n'a pas envie de suivre tous les tutoriels ou des formations, en l'occurrence, pour utiliser ça. Il va simplement écrire son besoin. Donc, il va écrire crée-moi une application qui me permet d'analyser les stations vélo qui sont dans ma ville par quartier. Et là, en fait, ça met en œuvre tout un set d'agents derrière. Donc, un agent de compréhension déjà du besoin. Il va analyser le besoin. Il va appeler un autre agent qui va chercher les données qui correspondent à son besoin. Donc, en l'occurrence, ici, il va récupérer les quartiers, il va récupérer les données qui sont dans la base de données potentiellement sur les stations de vélo. Il va potentiellement aussi appeler un autre agent qui va aller télécharger des données sur OpenStreetMap, OvertureMap, etc. Donc, il va aller chercher toutes les données qui correspondent aux besoins. Il va les monter et il va créer une application directement avec. Donc, il va créer tous les trucs un peu classiques de filtrage, de recherche de données, de saisie potentiellement de données sur la carte, etc. Et d'analyse directement. Parce que s'il demande ça, l'agent IA, il a un peu compris pourquoi il voulait créer cette application-là, en l'occurrence analyser. Donc, il va te créer des dashboards directement. OK, il y a N stations de vélo par quartier, il y en a un où il n'y en a pas beaucoup, etc. etc. Donc, tu vois, très vite, quelqu'un en langage naturel peut se créer une application simple, moyenne, voire début complexe. Et du coup, il y a plus d'intermédiaires, il y a moins d'intermédiaires pour des choses comme ça. Le délai est raccourci et il a l'information dont il a besoin, l'application dont il a besoin. Donc ça, c'est le premier niveau. C'est clair. Le deuxième niveau, c'est ensuite, une fois que l'application est créée, c'est comment je récupère de l'information et comment j'analyse. Et là, pareil, on utilise des agents conversationnels qui vont permettre aux utilisateurs de poser leurs questions directement en chat. Donc, je n'ai pas d'exemple concret en tête, mais si je prends par exemple des canalisations, dire quels sont les matériaux des canalisations autour de l'adresse 6 rue de l'Essonne à 500 mètres aux alentours. Et donc là, tu vois, je rejoins un peu ce que tu disais sur le géocodage, sur les isochrones, etc. En fait, on a développé une quinzaine d'outils sur ces agents
qu'il va pouvoir utiliser selon la demande. Et en Ouais. l'occurrence, ici, il va aller regarder les canalisations dans la base de données. Il va trouver que le champ matériaux, c'est celui-ci. Il va géocoder l'adresse. Il va te faire un isochrone ou un buffer, en tout cas, Ouais. sur les 500 mètres autour. Mm. Et puis, il va te retourner l'information. Et là, le retour de l'information, il est intéressant aussi. C'est-à-dire que tu n'as pas toujours besoin d'une carte, forcément. Ça peut être du texte, ça peut être un dashboard. En l'occurrence, ce sera un graphique qui va te donner les matériaux, la répartition. Ça peut être une analyse carto 2D, ça peut être une analyse carto Ok. 3D. Voilà. Et donc, comme ça, il itère, il discute avec les données qu'a mis à disposition le géomaticien. Et il obtient l'information et tout ce dont il a besoin. Il n'a pas besoin, par exemple, s'il manque une analyse, il a moins besoin d'aller appeler le géomaticien, dire il me faut que tu me développes ce dashboard. Non, il peut, en tout cas c'est la vision et c'est ce qu'on est en train de mettre en œuvre, le faire par lui-même. Ouais. Voilà. Donc il Ça, gagne ça du temps, me... l'autonomie. Ça me semble assez incroyable. Je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs à qui ça va parler. Aussi bien, je pense, des techniciens SIG, cartographes, géomaticiens qui peut-être voient là des raccourcis en se disant je vais gagner du temps parce que je vais pouvoir maintenant me faire ma petite application sur mesure sur des Exactement. tâches un peu répétitives. Ou Mais urgente, aussi, ouais. Ou urgente oui, parfois. oui. Et aussi des utilisateurs qui, eux, n'ont pas la compétence et qui, du coup, vont pouvoir avoir l'outil. Ça me paraît très intéressant. En termes de modèle de langage, vous utilisez lequel? Peut-être vous en utilisez plusieurs. Alors là, c'est aussi intéressant parce que chaque modèle de langage a ses particularités, hein. GPT, les API GPT sont pas les mêmes que Gemini, sont pas les mêmes que Mistral et Anthropic. Donc en fait, on a fait tout un benchmark, c'est ça aussi qui prend du temps hein, sur ce domaine-là, de savoir quel modèle est le plus performant sur quelle partie. Ouais. Typiquement, les modèles comme Anthropic, Claude sont très performants pour tout ce qui est codage, donc génération de code et du coup génération de requêtes. Nous, on a un peu réentraîné un petit peu ça, mais génération de requêtes SQL, PostGIS, etc. Ouais. Donc ça, on va potentiellement plus aller vers ça pour retranscrire le besoin en technique. Ouais. Après, on va essayer d'utiliser aussi principalement du Mistral pour l'aspect NT, qui est important pour nous. Ouais. Mais les performances sont pas forcément idéales par rapport à du GPT ou du cloud. Donc on alterne entre ces trois grands modèles selon le besoin. Ok, très intéressant. Super. Ouais. Merci beaucoup pour ces précisions. Aujourd'hui, du coup, vous avez quel type d'utilisateurs ou de clients intéressés sur ces sujets? Ouais. Et ben en fait, initialement, nous, on développait ces agents-là et puis on s'est dit on va les mettre en entier sur une chaîne globale pour créer un SIG massif global qui solutionne tout. C'est un peu la vision à long terme. Hein. Par contre, en fait, on se rend compte que c'est pas les attentes forcément de tout le monde. Hein. Pas mal de collectivités ou d'entreprises sont équipées. Déjà, ils vont pas changer de SIG du jour au lendemain. Surtout qu'il y a un peu pas de risque, mais d'initiative à aller vers des SIG IA natifs comme nous. Ouais. On sait ce qu'on perd, on sait pas forcément ce qu'on va gagner. Ouais, voilà, c'est ça. Par contre, sur des morceaux, là, les gens comprennent bien ce qu'ils peuvent gagner. Je te parlais de améliorer les données avec un agent IA. Et typiquement, en fait, quand on a pitché on a fait Lyon Startup, qui est un programme d'accompagnement des startups pendant 3 mois sur former les entrepreneurs à 360 sur tous les aspects financiers, juridiques, etc. Et en fait, quand je pitchais un peu mon idée, il y avait quelqu'un dans le jury qui nous a dit mais votre truc, il est génial. Moi, j'ai travaillé dans le photovoltaïque. Et votre solution, votre technologie, elle serait géniale pour ça parce que en fait, dans le photovoltaïque, c'est des gens qui ont besoin, des entreprises et des gens qui ont besoin d'analyser du territoire pour savoir où implanter des fermes photovoltaïques, où mettre les éoliennes qu'on voit s'implanter dans nos territoires. Et ça, en fait, les personnes qui utilisent ça, ils ont quand même des géomaticiens parfois, mais il y a certains, ils n'ont pas de géomaticiens. Et les personnes qui cherchent ces terrains, en fait, c'est plutôt des commerciaux, des chefs de projet qui, eux, leur job, c'est d'aller convaincre l'agriculteur de mettre des panneaux sur son hangar. C'est de convaincre le propriétaire de faire un bail pour implanter cette ferme photovoltaïque. Et du coup, en fait, de fil en aiguille, ils se sont formés un peu sur du QGIS, tout ça. Mais en fait, c'est pas leur cœur de métier. C'est long, ça leur prend du temps. Donc là, typiquement, c'est génial pour eux. Et quand ils voient nos applications, je vais te décrire, c'est bluffant pour eux. C'est-à-dire que là, ils ont juste à se connecter sur notre SIG.
ils ont juste une carte simple, des prompts à écrire, et ils peuvent saisir des phrases comme « Trouve-moi des terrains de 50 hectares contigus », donc une agrégation de parcelles qui fait 50 hectares avec une pente inférieure à X%, moins de 25% de zones humides, hors contraintes environnementales, etc., etc. On a 45 paramètres à peu près. Et comme ça, ils itèrent et hop, ça leur raffine. Et à la fin, ils trouvent l'information en carte O et ça s'affiche sur la carte et ils peuvent commencer à dimensionner leur projet, etc. Et ce qui prenait, on a des clients, ce processus-là prend une semaine. C'est-à-dire qu'il demande au géomaticien, qui est très occupé, il va jouer ses requêtes toute une nuit, etc. Et il va retourner l'information au commercial, au chef de projet, qui lui va analyser les cartes, afficher, masquer les couches, les centaines de couches. Et ça, ils n'ont plus envie de le faire. Il y a une tendance, que tu as peut-être remarqué aussi, qu'on a tous, c'est avoir la réponse la plus rapide possible, se retirer les contraintes. Et donc, on les aide à faire ça. Et donc, c'est un cas d'usage, par exemple, où typiquement, ils sont hyper intéressés là-dessus et on se développe pour l'instant en priorité aussi là-dessus. Ok, ouais, très intéressant. J'ai l'impression que à t'écouter, tu as trouvé le mariage parfait entre IA générative et SIG en fait. Ouais, exact. Je pense que c'est le match. On réussit à parler à un chatbot qui va nous comprendre, retranscrire en script, en géotraitement, tout ce qui va bien, pour nous produire directement un résultat. Je trouve ça vraiment très intéressant. Ouais, c'est clair. Ouais, bien sûr. Et je trouve que peut-être on a eu tous un défaut, et c'est peut-être ma vision produit qui m'aide à avoir ça, mais c'est de peut-être parfois trop parler outils, trop parler données. Ouais. Et c'est un des trucs, c'est qu'on essaie, c'est toujours se rappeler qu'il y a un usage et tout faire pour simplifier l'usage. Et parfois, c'est pas générer une carte, tu vois, la réponse aux besoins. C'est ça. En fait, le sujet, moi, j'ai l'impression que c'est que chacun a son mot à dire sur sa techno, sur son produit, sur ses outils. Et c'est en mode, moi, mon outil permet de faire ça, moi, j'ai cette méthode qui fait ça, etc., qui fait ça, qui fait ça. Et on oublie qu'en fait, au milieu, il y a des besoins métiers et que parfois, on s'en fiche, en fait, de l'outil. Ce qu'on veut, c'est juste que ça fonctionne. Et moi, ça me fait souvent penser, lorsque moi, entre open source, propriétaire, entre deux, c'est pas mon sujet, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est des outils qui fonctionnent. Quand j'accompagne des entreprises, qu'elles ont des problèmes, quand je cherche des solutions, je cherche quelque chose qui fonctionne. Évidemment, quand on a le choix entre quelque chose qui fonctionne de gratuit ou de pas gratuit, voilà. Mais on cherche la solution. Et ce qui m'interpelle souvent quand je m'exprime notamment sur LinkedIn, sur des sujets d'outils propriétaires, c'est qu'on a l'attaque de l'open source qui nous dit oui mais non, parce qu'en fait on peut le faire gratuitement de telle et telle manière. Sauf que de telle et telle manière, c'est pas la même manière. Et on oublie souvent que les besoins des clients, des fois, évidemment le facteur financier économique, il y a toujours un poids, mais parfois la rentabilité est largement là lorsque l'on va souscrire, s'abonner à une solution qui va apporter une réponse versus bricoler, parce que bricoler c'est mieux pour tel et tel argument. Et c'est pas... Et c'est vrai que souvent on s'y perd à toujours parler de l'outil, du moyen, sans se focaliser sur comment solutionner un problème efficacement. Je suis assez d'accord. Ouais, c'est ça. Et on avait échangé sur LinkedIn un peu ensemble et sur tes posts, tu posais la question du rôle du géomaticien, etc. C'est pour ça que moi, j'aimerais que en fait, le géomaticien, ingénieur géomaticien, on va le noter comme ça, le rôle se transforme un peu et je pense que ça permettra de le valoriser aussi, mais en rôle de data scientist du big data territorial, tu vois. C'est comme ça qu'il faut voir, ou concepteur de système d'aide à la décision territoriale. Tu vois, tu veux rajouter une 15e patte au mouton géomaticien. Mais je vois ce que tu veux dire. Alors, pour avoir creusé un peu le métier de data scientist, on rentre quand même sur un autre univers parce qu'il y a quand même toute la notion de dev, de modèle, machine learning, deep learning, où on quitte quand même la spécificité du géomaticien. Là où, par contre, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être sur l'aspect juste data analyst. Pour moi,
J'ai fait une formation longue de 8 mois de data analyst là, il y a 2 ans, il y a 2 ans et demi maintenant, parce que je voulais faire du Python, je voulais faire du machine learning, je voulais aller plus loin sur la technique. Et en découvrant ce métier de data analyst, je me suis dit, mais en fait, c'est juste géomaticien avec d'autres outils et avec de la donnée qui potentiellement n'est pas spatiale. Mais c'est la même chose. Ouais, c'est ça. Et Nous, c'est il y pour a ça une que complexité en là, plus. Hein. c'est ça. Et donc sur la partie data analyst, ingénieur, géomatique, je suis tout à fait d'accord. Après, sur la partie data scientist, ouais, il y a quand même énormément. Le spectre est énorme et entre parce qu'un technicien SIG, un géomaticien, potentiellement, ça peut être juste de la Non, c'est un peu un numérisation mot de valise, données. hein, c'est clair. Ouais. Mais je vois Ouais, ce voilà, que non, tu mais veux dire. bien sûr, il y a différents niveaux, hein, c'est sûr, dans les jobs du géomaticien, c'est clair que c'est un peu un mouton à 5 pattes déjà aussi. Mais en tout cas, sur la partie vraiment analyse, et je pense que, bon, on en rediscutera peut-être, mais le métier va changer hein, dans les 10 ans qui viennent. Je pense que l'IA va bouleverser les métiers et il n'y a pas de raison qu'elle bouleverse un peu, enfin, elle ne bouleverse pas le rôle du géomaticien. Ouais. Même si on a tendance à, je sais plus, c'est la loi d'Amara, je crois, qui dit qu'on a tendance à surévaluer à court terme l'impact d'une technologie, en Ouais. l'occurrence l'IA, mais en fait, et à sous-évaluer l'impact qu'il aura à moyen terme. Et je Ouais. pense qu'on est vraiment là-dessus sur l'IA. Ouais. On en parle beaucoup, etc. C'est certainement qu'on surévalue, même si on voit des applications concrètes avec ce qu'on fait. Il y a un peu des mythes là-dessus. Et finalement, la réalité est parfois un peu différente. Ouais. Voilà, mais lui. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis et on rebondira là-dessus un peu plus tard. Mais juste avant, pour rester sur Polygonia, la solution et l'IA générative, clairement, sans les techno IA génératives qui ont explosé ces dernières années, Polygonia n'existerait pas. Ouais, c'est clair. Après, nous, on le voit pas comme on a lancé Polygonia parce qu'il y avait l'IA quand même. On a lancé Polygonia, comme je te disais, pour répondre à des pain points qu'on a identifiés dans nos 15 ans d'expérience. Voilà. Et on se sert des technologies, mais on sert aussi de la 3D, etc. quand c'est nécessaire. Mais c'est vrai que l'IA générative depuis 2022 a bouleversé les domaines. Hein. Enfin, tu vois, ça a bouleversé comment on développe. Hein. Moi, actuellement, j'écris du code, mais je suis plutôt architecte des agents IA qui codent pour moi. Hein. Voilà. Et donc, le métier. Juste, excuse-moi, je t'ai coupé, je te laisse terminer. Non, vas-y, pas de problème. Non, c'est juste que le rôle du développeur a changé, le rôle du créateur de contenu a changé aussi. Les personnes qui créent des images, moi je prends pas mal ce parallèle-là parfois, c'est-à-dire que des gens, designers, etc., aller sur Photoshop, créer une image un peu parfaite et passer beaucoup de temps. On peut faire le parallèle avec du QGIS où tu crées ta carte un peu parfaite avec beaucoup de temps. Et maintenant, tu vas sur Nano Banana, tu vas sur ChatGPT, générer ton image, elle est hyper réaliste en un rien de temps. Et pour moi, voilà, c'est un peu, tu l'as bien décrit, c'est un peu l'IA génération, enfin la génération l'IA génératrice appliquée à géomatique. Et Polygonia, c'est vraiment là-dessus que ça se base. Ouais, je pense que tu as raison. Quel a été ton tout premier contact avec l'IA générative? Donc un chatbot. L'image qui me vient tout de suite, c'est l'annonce de ChatGPT. Je reçois une notification sur Twitter. Je suis dans mon lit sur mon smartphone et je me dis ok, je me crée un compte. J'essaye et je me dis what? Ouais. Ok. C'est quoi ce truc? Et là, c'est momentum, tu vois. Je sais plus comment ils disent les Anglais, mais tu te dis what? Ok, c'est bon, c'est ça. Vraiment, j'ai été bluffé tout de suite. Je me suis dit, mais en fait, c'est génial tout de suite. Ça va changer beaucoup de choses. Et toi, tu as un souvenir mais en fait, c'est ça, je vois le truc. Je sais plus quelle notification, quelle plateforme, je sais plus. Mais je clique, je crée le compte, je discute et je suis en mode je vais faire des dingueries. Bah oui, parce qu'en fait, tout de suite, il n'y avait plus de limite. Enfin, moi, j'ai tendance à avoir énormément d'idées et à faire plein de choses. Et ma vraie limite, ça allumait des lumières. En fait, moi, ma vraie limite, c'est le temps. J'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de vie. J'aimerais tellement. Les activités, Bah, je me lance dans toujours tout un tas de projets. Je fais plein de choses. Et avant l'IA, je devais faire des choix.
aujourd'hui, grâce à l'IA, j'arrive à avancer sur plein de projets en même temps et pouvoir ensuite, moi, le temps qui me reste, qui est, je trouve, le plus précieux, l'allouer à ce que je préfère. Ouais. Donc Ouais, ça mais veut c'est dire clair. que j'ai C'est plus clair. besoin, par exemple, si on prend une plage de 10 heures où tu te dis j'ai besoin de 5 fois 2 heures pour faire ces 5 tâches. Aujourd'hui, grâce à l'IA, je peux me dire que tiens, j'ai 2 heures de mon temps qui va me servir à piloter l'IA pour faire ces 5 tâches ou ces 4 tâches. Et la dernière tâche, j'ai 8 heures. Et là, 8 heures pour faire ça, c'est que du bonheur. Et Ouais. vraiment, j'ai été en mode tout le brainstorming que je me faisais depuis toutes ces années, je l'ai balancé en chat GPT et j'ai vu face à moi Ouais. un arbre avec toutes ses branches. Et je me suis dit, waouh, on va faire des choses incroyables. Non, non, mais je suis complètement d'accord et ça ouvre des perspectives. Moi, il faut vraiment voir l'IA comme des opportunités. Nous, on a pas mal de remarques. Je sais pas si tu les as aussi sur l'IA, mais en fait, vous allez piquer notre travail, quoi. On a un peu Mhm. ça, cette crainte qui est assez naturelle, hein, qui a toujours existé sur toutes les nouvelles technologies, je pense. Mais là où on est confronté, nous, c'est qu'avant, ça remplaçait les cols bleus, quoi. Et là, Mhm. maintenant, ça commence à remplacer les cols blancs, on va dire. Enfin, Ouais, tu vois ce que je veux dire par là. ouais. Et du coup, ça menace. Nous, on a pas mal de fois ces remarques-là. Mais je pense que c'est un mouvement. Voilà, il faut faire attention à ça et plutôt essayer de le voir comme une opportunité parce que c'est pas l'IA qui va remplacer ces acteurs-là. C'est, comme on dit souvent, hein, c'est les acteurs, les autres Ouais, personnes qui vont utiliser l'IA qui ouais, vont les remplacer. il y a ça. Moi, j'ai un point de vue là-dessus, je pense, qui est un peu décalé par rapport à la moyenne. C'est que moi, j'ai pas peur de perdre en compétences ou en valeur parce que je me dis que j'en trouverai d'autres ailleurs. Et tu vois, tout à l'heure, Mhm. quand tu me décrivais avec Polygonia la possibilité de prompter pour pouvoir avoir une zone tampon qui va être faite, une sélection spatiale, etc. En t'écoutant, je me suis dit, ah bah ouais, bah là, en fait, ouais, ça remplace la valeur ajoutée d'un technicien SIG. Moi, j'ai fait des projets où j'ai passé une demi-journée, une journée à faire exactement ce que tu m'as décrit, ce qu'il ferait Mhm. en 10 minutes. Et mon premier réflexe, c'est en mode, oh, trop bien, cool. Bah, du coup, maintenant, je Mhm. vais pas y passer une demi-journée, je vais y passer 5 minutes. Ah, avec le temps qui me reste, quelle nouvelle Ouais, valeur je peux ça. apporter? Quelles compétences peux-je développer? Qu'est-ce que je peux faire? À quoi est-ce que je peux servir? Quels sont les besoins? Mais je pense Comment que tu peux aller plus loin? c'est ça, Mhm. ouais. Mais ça, en discutant avec les gens, je me rends compte que très peu pensent comme ça. Beaucoup sont en mode, bah en fait, non, moi j'ai un métier, j'ai des compétences, j'ai un salaire, j'ai une vie, j'ai une famille, j'ai une maison, j'ai mes trucs. Et je veux pas passer mon temps à chercher d'autres choses à faire. Je veux pas être remplacé. Si demain un outil me Ouais, ouais, remplace, je veux pas être amené à apprendre de nouvelles choses. Et ça, je l'entends parfaitement et je comprends parfaitement qu'on puisse être en mode bah, faire son travail comme il est et qu'il n'évolue pas. Malheureusement, on ne fait pas toujours ce qu'on veut et l'évolution, elle est là. Et je c'est pense ça. que les Tu peux pas maréchals lutter Ferrand, contre l'évolution. Mhm. quand les Ouais. maréchals Ferrand ont vu arriver l'automobile, peut-être que certains se sont dit mince, on va avoir besoin de moins de chevaux, du coup je vais avoir moins de fer à fabriquer et du coup j'aurai moins de travail. Enfin, peut-être que je vois qu'est-ce que je peux faire d'autre. Ou alors, non, non, moi je veux absolument m'occuper des chevaux. Bah, 50 ans plus tard, Ouais. le business est bouleversé. Ouais, On bien fait sûr. quoi? On en veut à Non, l'automobile? c'est difficile de lutter contre son temps, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Hmm. Non, non, et puis, non, non, puis c'est l'occasion de renforcer ses compétences, c'est l'occasion de faire d'autres choses, d'aller plus loin, euh, de prouver plus la valeur. Je trouve que, et moi, je dirais aussi enfin, ça renforce le positionnement de l'humain. C'est-à-dire que Ouais. la machine, elle va te donner des décisions Mhm. qu'elle imagine prendre, etc. Et c'est là où il Mhm. faut être encore plus compétent pour pouvoir critiquer, arbitrer Ouais. les décisions qu'elle va te Ouais. donner. Et c'est là où la valeur va se situer. C'est moins sur passer 5 heures à gérer un fichier du Excel du service métier voilà, et c'est pas à forte valeur ajoutée. Mm. L'idéal, c'est que l'IA ne retire pas les tâches qui nous plaisent, C'est ça. mais elle nous retire les tâches. Je sais plus qui est-ce qui disait. Je préfère que moi faire de la lecture et de l'art plastique, moi, et pendant que l'IA fait ma machine, plutôt que l'inverse, Ouais. quoi. Ouais, bah ouais. J'ai pas envie qu'elle fasse trop les aspects Eh oui. créatifs. Mais après, Euh, d'un autre côté, un graphiste qui aujourd'hui se met à utiliser l'IA, il est bien content quand il n'a pas besoin de détourer manuellement les ouais, contours c'est de son ça. truc parce que le modèle le fait en 2-2.
bon, C'est qui ça. a aussi des choses très intéressantes, mais il faut trouver un bon équilibre. Ouais, Je bien suis sûr. d'accord, je pense qu'on souhaite tous que l'IA fasse la vaisselle et que nous, on puisse dessiner, plutôt que l'IA dessine à notre place et que nous, on fasse la vaisselle. Sauf que la réalité aujourd'hui, c'est que le ménage, l'aspirateur, tout ça, on le fait. Et oui, faire des jolis dessins, l'IA peut le faire. Ouais, Bon, ouais, il exact. faut redéplacer ses focus. Ouais, et c'est là où nous, notre positionnement, il est aussi intéressant dans le sens où on a été dans le SIG avant de faire de l'IA. Tu as beaucoup Mhm. d'acteurs qui arrivent en disant, OK, l'IA, c'est sorti il y a 2 ans, ça a l'air cool, je vais Comment je vais en mettre l'implémenter dans mon dans outil? le domaine de la géomatique. Ouais, Mais en fait, voilà, ils te vendent du rêve, ils te vendent du truc. ouais. Non, non, il faut déjà bien Ben, comprendre le domaine c'est et ça. après mettre de l'IA dessus. C'est ce que tu fais aussi, hein, Mm. euh, dans tes actions sur l'IA et la géomatique. C'est un point de vue important, ça. Ouais, les premiers chatbots qui débarquaient dans QGIS, j'ai testé ça. Et c'est vrai que la valeur ajoutée, tu te dis, en fait, qui va dans un chatbot dire fais-moi un tampon de 500 mètres, quoi. Alors, Ouais. si Un outil tout ça seul peut comme être ça, c'est fun, pas. ça peut pour le test, mais après, dans la pratique, bon, autant mettre de l'automatisation finalement que de chercher à mettre de l'IA. Et... Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'automatisation, mais pour moi, ça vient aussi avec l'IA, quoi. mm, C'est-à-dire comment j'automatise des tâches avec N8N, avec ouais, Make, ouais, et qui pilotent aussi. C'est eux qui vont aussi piloter ouais, des LLM, des agents. ouais. Voilà. Oui, c'est l'agentique, hein, tout ce qui est. On a, moi, en formation, j'ai souvent l'amalgame qui est fait entre des apprenants qui confondent IA et automatisation. Ils ont des Ouais, besoins ou des envies qui, en fait, sont en lien avec l'automatisation et passent un peu à côté de l'IA. Et c'est vrai qu'associer les deux, dans un N8N, typiquement, avoir un agent, avoir un modèle intégré, un Mistral, par exemple, qu'on connecte à différentes API et qui nous permettent d'aller associer IA générative, donc l'intelligence avec des actions automatisées, là, on est dans ce qui bah se oui, fait de mieux aujourd'hui. exact. Ouais. Non, non, c'est complémentaire. Mm. On est d'accord. Ouais, c'est complémentaire. Hmm. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au futur de nos métiers, des SIG. Tu nous disais attention à pas surestimer, sous-évaluer. Toi, le métier, si on prend le métier, alors je vais reprendre tes termes, du data scientist spatial, on peut l'appeler comme ça. Ouais, du big Dans, data territorial, j'aime Ouais, bien dire. voilà. Et voilà, big data territorial. Dans 5 à 10 ans, selon toi, qu'est-ce qui aura changé? Alors, je vais essayer de structurer un peu ma pensée, mais moi j'ai une vision assez. Je fais partie des gens qui pensent que les SaaS actuels, donc les applicatifs tels qu'ils existent avec plein de menus, qu'ils soient web ou pas, mais vont avoir tendance à disparaître. C'est pas moi qui invente ces théories-là, hein. Mais c'est que en fait l'interface homme-machine qui va être la plus commune utilisée, ça va plus être des applications dédiées, un Hmm. SaaS qui fait ça, un SaaS qui fait ça. Ouais, En fait, tout va à 10 ans, hein, tu poses la question à 10 ans, tout va être regroupé derrière, je pense, des prompts, ouais. une interface homme-machine Unix qui est le langage oral ou écrit. Et là, les agents derrière vont avoir l'intelligence de savoir quel outil utiliser derrière. Donc, on parlait beaucoup de MCP, donc modèle contexte protocole. C'est des choses qui vont permettre de connecter des outils derrière ce genre d'interface. Moi, ça, je crois beaucoup à ça, et qu'en fait, selon le besoin qui va être demandé ou par l'utilisateur, et ben, ça va appeler les services et l'intelligence et les données qu'il y a derrière pour générer, peut-être en temps réel, l'interface qui correspond. Donc, tu as besoin d'une carte, bah, il va te générer la carte en appelant, je sais pas, du Maply, du OpenLayer, si c'est que de la 2D, imaginons, enfin, je dis un peu n'importe quoi, ou du Polygonia, ou du SRI, selon les compétences. Et en fait, toutes les applications vont être abstraites, Hmm. et ça pose des questions sur le business model et tout, comment ça se fonctionne, ou les GAFAM, le, le, le monopole qu'ils ont sur Hmm. ces interfaces d'entrée. Hmm. Euh, voilà. Et Et finalement, donc, est-ce que c'est pas un moi, peu la voilà, logique de l'agent qui est connecté à des API, où je parle à mon agent, par exemple, sur c'est WhatsApp, ça, et si je c'est lui ça. demande d'aller vérifier si telle donnée a été mise à jour sur Postgres, comme un grand, il va se connecter, il regarde et il me dit Exactement. Et puis il se connecte aussi à, si ça prend du temps, à un agent qui fait de l'envoi de mail, et un autre agent qui te rédige le ouais, rapport, il t'envoie tout ça par mail. Donc ouais, ça, moi, je crois beaucoup
je sais plus, j'avais un article de Y Combinator, donc qui est le gros incubateur que tu connais peut-être de start-up mondiales aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Et eux, ils écrivent des articles, c'est la mort des SaaS dans 10 ans, etc. Et c'est hyper intéressant, je vous invite à regarder tout ça. Mais effectivement, je pense que ça a changé. Moi, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, les débats propriétaires, open source, SIG, web SIG, voilà, je pense que ça va être dépassé parce que il y a l'IA qui vient un peu révolutionner, comme je disais, à moyen terme, la manière dont on interagit avec le territoire, en l'occurrence pour la géomatique. Ouais, c'est super intéressant. Et du coup, si j'étais... admettons, je suis magicien. Je n'ai pas dit géomagicien, j'ai dit magicien. Je suis magicien, j'ai une baguette magique. Et là, je te renvoie ton toi d'il y a 15 ans, aujourd'hui. Donc là, tu fais moins 15 ans. Tu as toute ta connaissance actuelle, mais tu as 15 ans de moins et tu as tout à refaire. Tu partirais sur quelles compétences? Du coup, c'est un conseil qu'on donnerait aux jeunes aujourd'hui qui sont peut-être en entrée, en milieu, en sortie d'études, qui s'intéressent à ce métier-là. Tu t'orienterais vers quoi pour être pertinent justement sur le marché dans 5-10 ans? Ouais, c'est une question très intéressante. J'ai 2 choses qui me viennent en tête. Moi, en tant que passionné d'informatique, je me poserais quand même des questions sur des études d'informatique classiques. C'est-à-dire que le vibe coding, là, avec du cloud, etc., c'est-à-dire la capacité à architecturer des agents qui codent pour toi, est vraiment extrêmement puissant. C'est peut-être le truc qui m'a le plus bluffé dans l'IA agentique. Donc, en fait, je me poserais la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire 5 ans d'études dans l'informatique? Et tu vois, on parle beaucoup des solo-entrepreneurs qui deviennent milliardaires parce qu'ils arrivent à créer des architectures, des systèmes d'agents qui vont faire des choses pour eux. Je pense que ça existera dans quelques années. Donc, je me poserai la question, est-ce que j'ai besoin d'aller apprendre le C, le C++, vraiment deep, quoi? Je suis pas sûr. Donc ça, c'est mon premier truc. Et après, j'ai écouté un autre podcast, je sais pas si je peux référencer d'autres podcasts, Emmanuel, mais dans Silicon Carnet, un podcast d'entrepreneurs basé en Silicon Valley, etc. Carlos, pour pas le nommer, qui fait un podcast super super sympa sur la tech. Et il avait invité dans un de ses épisodes un médecin, urologue, machin, et il disait, moi, à mon fils, jamais je recommanderais de faire des études de médecine à l'heure de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire faire 10 ans, lui, il jugeait que sa compétence en médical était à 1%. C'est-à-dire qu'il connaît 1% alors qu'il est... T'as entendu ça? Et il dit, jamais de la vie, il fait des études comme ça. Et il citait plein d'exemples que les médecins utilisent maintenant pour faire du diagnostic, l'IA génératrice. On connaît bien les exemples de radiographie. L'IA détecte plus les cancers sur des radios que les meilleurs experts. Donc, tout ce qui est en lien avec la connaissance, c'est-à-dire récupérer de la connaissance pendant longtemps, bah, maintenant, la connaissance, elle est quand même bien là. Par contre, et ta question aussi, sur les compétences à développer, je pense que c'est l'esprit critique, l'esprit produit, c'est-à-dire vraiment quelle est la valeur de tout ça, la capacité d'avoir une veille, donc vraiment s'abonner à tout, se nourrir de cette veille-là pour suivre, parce que ça va très vite, hein. Même nous qui sommes dans le domaine, franchement, on est un peu dépassé parfois, donc voilà. Et les autres, il faut se faire une bonne petite veille N8N qui fait le tri pour nous. C'est ça. Qui te fait tes résumés, qui t'écrit un podcast de 1 minute, je sais plus qui discutait de ça. Chaque matin, pendant 1 minute, il a un podcast audio qui lit. Ça, c'est incroyable. Cas d'usage, pour ceux qui sont curieux, vous pluguez Eleven Labs à votre IA et à des flux RSS de sources qui vous intéressent. Et vous pouvez en effet vous faire un podcast d'1 minute tous les matins avec une voix ultra réaliste. Hein. On n'y voit que du feu, qui vous raconte en 1 minute ce qui s'est passé pendant la nuit ou la journée. Ça c'est assez facile, c'est assez accessible et c'est incroyable. Un autre exemple que j'ai fait pour une collectivité, c'est ils créaient tout un nouveau quartier, voilà, et ils avaient une page internet qui décrivait tout le projet avec des informations SIG aussi, etc. Moi, j'ai passé ça dans, j'ai plus le nom, mais un truc de Gemini, enfin une IA quoi. Et en fait, ça m'a généré un podcast, donc un échange entre 2 personnes. LM. Ouais, voilà, Notebook LM. Et les gens discutent et ils parlent du projet et tout. Et
Alors, ils avaient un petit accent québécois quand j'ai testé il y a un an. Ouais, alors là, ça s'est particulier. amélioré et on peut même prompter pour les orienter. Et j'avais Ouais. vu un cas d'usage, on avait vu en formation où on avait mis un appel d'offres et on a Hmm. demandé au podcast d'argumenter et de discuter pourquoi l'entreprise, donc là c'était le client que j'accompagnais, pourquoi est-ce que c'est eux les mieux placés en ayant un esprit critique Hmm. Très et en intéressant. comparant avec les autres. Et on écoutait le podcast et on était en mode non mais trop bien quoi. En fait c'est nous qui allons gagner C'est là quoi. fou, ouais. C'est pertinent, c'est Ouais, réel, c'est ouais. ça. Et donc ça, c'est aussi un autre média, une autre forme qui peut être générée pour les collectivités, pour d'autres. Euh, donc ouais, non, voilà, le moi il y a 15 ans ferait Ouais, plus attention aux soft skills, je ouais, pense, qu'aux hard skills, tu vois, ce qu'on ouais, dit, ouais. capacité de compréhension, d'orchestration Mm. et de communication, Ouais, plus que apprendre le langage C et écrire une requête ouais. PostGIS avec un buffer, tu vois. Je caricature. Et, et là, tu es parti du principe que les programmes universitaires, finalement, ne suivraient pas un peu la tendance et la logique. Il y a peut-être un monde où les écoles, les universités sont réactives Bah, et j'espère, ouais. adaptent les programmes. Je sens un peu de sarcasme dans un... Ouais, non, je Non, sais mais pas. c'est clair. Bah, en fait, la Non, non, mais réalité, c'est c'est les professeurs intéressant. aussi. C'est les Si t'es prof de, professeurs, de c'est C++ les intervenants extérieurs. Mm. et que c'est ton produit et que on t'enseigne dans cette université depuis toujours et qu'il te reste 20 ans avant la retraite et que t'as pas envie de faire autre chose, bah, Ouais, tu continueras de faire du C++ dans cette promo-là pendant 20 ans. exact. Non, non, c'est clair. Le rapport à l'éducation, il est différent. Nous, on travaille avec les chercheurs de l'UTC, Ok. justement, et ils s'intéressent à ça, l'intelligence artificielle dans la géomatique, etc. Donc, on Mhm. travaille ensemble là-dessus. Donc, il y a des universités qui vont prendre le pas. On a discuté avec Raphaël Hainaut, qui est maintenant directrice adjointe, si je ne me trompe pas, de Géodata Paris, donc Ok. l'ancienne ENSG. Ouais. Et justement, Géodata Days, on discutait ensemble elle me posait la question des nouvelles compétences pour apprendre aux étudiants de l'ENSG. Et donc, voilà, il y a des personnes qui se posent les questions. Après, on sait que parfois l'administration française, les universités ont du mal à réagir vite. Mm. Et c'est peut-être un défaut d'ailleurs par Mm. rapport à ce qui se fait aux États-Unis notamment. Mais les intervenants extérieurs aussi, je pense que c'est pas mal dans les écoles pour apprendre, pour être au plus près de ce qui se Mm. fait dans la vraie vie. Ouais. Ça peut être une Ouais, voie aussi. c'est Et important formateur. que tout le monde soit aligné, soit au courant de ce qui se passe et soit réactif, quoi. Et après, c'est peut-être Ouais, aussi la responsabilité de l'étudiant. C'est aussi peut-être ce qu'on demande quand on est étudiant en études supérieures, c'est faire preuve de critique et d'être au courant et d'être conscient que les choses évoluent et que c'est pas parce que le prof nous fait 3 heures par semaine sur des langages on se dit qu'ils vont être obsolètes, qu'il faut pas prendre. Parce que mine de rien, cette logique, cet apprentissage, c'est mathématique, hein. Ça aide aussi à... On peut rapprocher les hard skills et structurer les le soft skills. cerveau. Exactement, exactement. Donc moi, me remettre à fond dans Python il y a quelques années, ça m'a aussi permis de restructurer un peu, et mieux hiérarchiser ma pensée. Et, euh, Ouais, et, euh, et plus des fois, quand logique, je fais quoi. des publications LinkedIn, j'ai l'impression de faire du Python avec mon accroche. Avec une Je fais, ouais, je sais pas, il y a une logique un peu de ouais, rationnel. Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Mm, mm. De rationnel, quoi, de vraiment structuré. Je pense que ça, cet esprit de structuration, parce que l'IA, si tu lui mets des mauvaises données, si tu lui dis n'importe Ouais, quoi, il va te générer n'importe quoi. on est d'accord. Donc, voilà, il faut être capable de faire ça. On est d'accord. On approche de la fin de cette émission. On parle déjà depuis un petit moment. Je te propose un petit jeu pour continuer qui s'appelle Mythe ou réalité. Les règles sont Ok, simples. Je vais te poser 10 questions et tu dois me dire sans réfléchir si pour toi c'est un mythe ou une réalité. Ok ? ok, très Bon, clair. on a beaucoup parlé et il y a des sujets qu'on a déjà abordés, donc ça fera peut-être Ok, doublon, mais je bon, au devrais moins tu trancher pourras par répondre contre, vite. blanc ou noir, C'est quoi. ça, ouais. Ouais, Il faut pas trop réfléchir. Est-ce ok. que tu es prêt ? Ouais, très bien. C'est Let's parti, go. première question. L'IA va remplacer les géomaticiens. Mythe ou réalité ? Oh là là, si je dis oui, je vais me faire des ennemis. Non, le rôle du géomaticien va changer, du coup, va remplacer les parties chiantes du géomaticien actuellement, des tâches chiantes. Donc,
réalité, mais je vais me faire des ennemis, mais réalité. Ah, mais c'est très intéressant. Je pense, tu peux pas te faire des ennemis. En fait, en étant moi-même géomaticien de formation, géomaticien passionné, si tu me dis demain il y a à remplacer géomaticien, je suis en mode trop bien, vas-y, on fait comment? Mais bon, après, il faut être utile aussi derrière. Bah oui, non, mais il n'y a pas de doute. Plus on a de données, meilleures sont les décisions. Mythe ou réalité? Réalité. Une analyse automatisée est forcément moins fiable qu'une analyse humaine. Mythe. Le SIG est encore trop technique pour les décideurs. Réalité, totale. Les collectivités sont prêtes pour l'IA territoriale. Mythe. Le jumeau numérique est surtout un outil de communication. Ce fut un mythe, je pense, mais va devenir une réalité parce que l'IA va exploiter le jumeau numérique. Donc réalité, c'est ça? Faut trancher. Donc réalité future, réalité proche. Ouais. Une carte bien faite suffit à convaincre. Allez, on veut un avis tranché. Mythe. C'est dur, mais non, mythe parce que non, en fait, ça dépend. Mais pour moi, ça dépend ce que tu veux faire. Si c'est convaincre ou aider à la décision, là, c'est la convaincre. même chose. Convaincre. Non, je pense que ça peut être une réalité, effectivement. Tu vois, le monde en carte. Je voulais pas t'influencer. Non, c'est difficile, mais non, je dirais plutôt réalité. Effectivement, pour convaincre, je pense qu'on c'est un bon support. Ouais, on est très nombreux à être très visuels et souvent quand tu montres quelque chose et que la zone rouge, on peut pas y aller et que d'après tes calculs, la zone elle est en rouge, souvent t'es en mode ok. Non, bien sûr. Non, réalité, pardon. L'IA fait gagner du temps à tout le monde. Attention, chaque mot compte. L'IA fait gagner du temps à tout le monde. Mythe ou réalité? À partir du moment où tu as un métier qui te permet de... Ouais, non, si, réalité. Ouais, je suis aligné. Même si on peut essayer de chercher des contre-exemples, mais j'aurais dit comme ça. Ouais, voilà. Il me sert pour tout. Pour réparer mes radiateurs hier soir, je suis pas allé sur Google et j'ai demandé comment le faire. Donc, il m'a fait gagner du temps aussi dans mon temps personnel. Donc, ça sert à tout le monde, je pense. Ouais, d'accord. La qualité des données est un problème secondaire. Non, c'est complètement faux, ça. Non, c'est un mythe, ça. Ouais, d'accord. Et la 10e, pour terminer, le futur du SIG sera forcément no code. Je dirais réalité, mais j'irais même plus loin avec ce que je te disais sur l'interface unique. Et du coup, après, potentiellement, tu as du no-code derrière. Donc, je dirais plutôt réalité. Ouais. Très pertinent, on est raccord. Mais c'était la 10e question, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Écoute. Un autre petit jeu, parce que j'aime bien les jeux, ça s'appelle la question Joker. Je t'explique les règles. J'ai peur. Tu as raison d'avoir peur. Je vais te poser une question et tu as le droit de dire Joker. Et donc tu ne réponds pas et c'est la fin de l'émission. Et ça s'arrête. Alors, ça s'arrête, j'appuie sur top. Ou alors tu réponds. Voilà, c'est soit Joker, soit tu réponds. Est-ce que tu es prêt? Ok. Ouais, ok. Ouais. Est-ce que tu peux me dire quelque chose que tu n'oserais jamais dire sur LinkedIn? Alors déjà, ça ne sera pas Joker, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur LinkedIn, mais des choses que je n'oserais pas dire. Je pense que je dirais que LinkedIn, c'est devenu un peu la foire. C'est un endroit où on dit toujours, enfin tout va bien, toujours, alors que ça peut mal se passer derrière. Je ne parle pas forcément pour Polygonia, mais de manière générale. Et les gens écrivent plutôt pour être likés que pour être utiles. Voilà, donc... Et on parle beaucoup de réussite, mais pas beaucoup de travail. Et c'est dommage parce que c'est un réseau professionnel de travail. Et je préférerais qu'on parle plus du travail, mettre en avant plus les cas d'usage, etc., que la réussite. Et du coup, même, tu vois, avec l'intelligence artificielle aussi, petit coup de gueule là-dessus, mais tous les posts un peu se ressemblent. Les mêmes formats, les mêmes accroches.
Et voilà, donc ça, LinkedIn, arrêtons cette hypocrisie et soyons vrais. Et ça fera du bien à tout le monde. Ouais, j'aime beaucoup. J'oserais pas dire ça. Ouais, j'aime beaucoup et je suis raccord. Et c'est vrai que ouais, j'oserais pas dire ça non plus. Tu penses que ça intéresserait plus de partager sur LinkedIn ce qui marche pas, les difficultés, plutôt que d'arriver solution clé en main? En fait, LinkedIn il a plusieurs usages, c'est-à-dire que là, c'est beaucoup un usage commercial qu'en font les personnes. Peut-être on devrait aller vers une voie dans des articles de blog type Medium, etc., où les gens partagent un peu plus les aspects techniques et les aspects labeur et difficultés. Le problème, c'est qu'à partir du moment où c'est public et que tu es une entreprise, tu n'as pas forcément envie de mettre tes difficultés en avant. Donc, il faudrait réfléchir à un mode un peu anonyme, ou je sais pas ce qu'il faut imaginer. Mais je comprends que c'est compliqué. Par contre, ça serait top. Enfin, moi, j'adorerais raconter mes expériences d'entrepreneur. Pourquoi hier, c'était génial et aujourd'hui, je me dis que ça va pas le faire, c'est compliqué, etc. Et partager ça pour pas laisser penser que c'est facile, mais que le parcours est très intéressant, mais qu'il y a aussi des moments difficiles. Et ça, je peux pas le publier sur LinkedIn, tu vois. Ouais. Ou difficilement, quoi. Il y a un vrai problème avec LinkedIn, et d'ailleurs c'est les réseaux sociaux de façon générale, c'est que quand on s'exprime, on aime bien être entendu, c'est mieux quand même, et pour être entendu, pour être vu en fait, mine de rien, il y a des règles à respecter sur LinkedIn. T'as raison. Et il faut avoir une audience, pour avoir une audience, faut créer, pour créer, il faut avoir des réactions, pour avoir des réactions, il faut un format qui va intéresser, etc. Et c'est un jeu auquel il faut jouer. Et tu vois, typiquement, moi je peux prendre mon exemple perso. Moi, ce que j'aime sur LinkedIn, c'est apporter de la valeur avec des tutoriels qui expliquent comment en gros solutionner les problèmes. Non, c'est chouette. Sauf que la réalité, c'est que si je fais que ça, je vais être vu par X nombre de personnes. Et évidemment, quand vu le travail, l'investissement que je mets dedans, j'aimerais être vu par tous les géomatiens francophones. C'est bien sûr, tous puissent accéder à ça. Et pour pouvoir avoir cette portée, il faut augmenter son audience. Et pour augmenter son audience, il faut créer des contenus type où tu vas demander à des personnes, par exemple, de mettre un commentaire. Et c'est vrai que quand on lit ça, on est en mode, c'est quoi ce créateur de contenu qui demande des likes ou des machins? C'est triste, mais c'est les règles du jeu pour réussir à être vu. Mais je te pose cette question parce que ça me fait penser à quelque chose. Là, en ce moment, je fais un gros travail de veille et de benchmark sur toutes les solutions IA générative dans les SIG, notamment dans QGIS. Et j'ai recommencé un peu, je fais régulièrement cette veille pour voir un peu comment ça évolue. Et au bout d'un moment, ça me fatiguait un peu. Parce que je tombais sur plein de désillusions, des trucs compliqués, des erreurs Python, des librairies installées, enfin ça me saoulait. Et ça marchait en gros une solution sur 3, ça tournait très bien, et les 2 autres c'était chiant. Et je me suis dit tiens, je vais filmer finalement cette galère, parce que peut-être qu'on va en tirer quelque chose d'intéressant. Et donc hier, je me suis filmé à découvrir en live une nouvelle solution. Avec des galères, avec des réussites, et au final je vais pas la publier parce que je trouve que la valeur ajoutée de ce contenu, c'est juste regardez comment je fais, j'ai un peu galéré, j'ai eu une fausse joie, si en fait ça a marché, et à la fin c'est en fait c'est trop bien, ça a marché. Et ça dure un quart d'heure et je me dis je vais la refaire sur un format 3 minutes où je vais montrer que ce qui a marché à la fin, parce que je trouve qu'en termes de valeur ajoutée, mon storytelling, qu'est-ce qu'il apporte? Et tu vois, quand je t'entends par rapport à ce que tu disais, je me dis mais en fait, d'après ce que tu me dis, mais je suis d'accord, et je devrais peut-être publier ma vidéo d'un quart d'heure où je galère. Mais en réalité, mon audience, elle veut voir quoi? Elle va découvrir un nouvel outil qui fonctionne. Peut-être que mon histoire de regardez, ça marche pas. Si, ça marche. Je me suis trompé, machin, on s'en fiche. Donc toi, il y a ce... Ouais, je comprends. Puis je comprends. Puis t'as le rapport au temps, c'est-à-dire qu'on a tous un temps de cerveau disponible assez faible. Et du coup, il faut aller aussi parfois à l'essentiel, apporter la valeur tout de suite. Ouais, non, c'est très intéressant. Après, moi, je suis intéressé par ta vidéo de 15 minutes. Ouais, mais je te l'enverrai. Elle existe, elle est créée. Parce que j'aime bien les dessous aussi. Ouais, carrément. Et puis, c'est une solution qui, du coup, je pense, t'intéressera aussi.
Tant que c'est pas la mienne. Parce qu'après, tu peux mettre en. Tu testes non, Polygonia pendant 20 minutes et tu mets en avant que les défauts. C'est vrai que c'est pas cool. bah ouais. Alors j'ai fait ça pour le coup sur un plugin, un truc open source qui est d'une structure. Alors non, ça c'est pas la vidéo de 20 minutes. La vidéo de 20 minutes c'est encore autre chose. Mais là je parlais d'un autre outil où en fait c'est un truc open source, des personnes de très bonne intention qui veulent aider, qui ont fait un truc et le truc il marche pas bien. Ouais, ça m'a saoulé. Et ouais. je veux pas leur faire de la mauvaise pub en fait. Je veux pas balancer une vidéo et montrer à toute l'audience, regardez ce qu'ils ont fait, il n'y a rien qui marche. Genre, c'est pas cool. Donc je préfère peut-être balayer vite fait le sujet en disant bah voilà, j'ai testé 15 applis, sur les 15, ces 5 là, je peux pas vous apporter de la valeur. Par contre, ces 3-4 là, vraiment, c'est super. Voilà. Bon, après, c'est mon approche. Moi, j'aime pas taper gratuitement sur les gens qui travaillent. Non, c'est sûr, c'est compliqué. En plus, le problème, c'est juste une histoire de mise à jour de librairie Python. C'est un truc tout con. Ils ont pas encore fait ce qu'il fallait et une histoire de version et voilà, je vais pas leur taper dessus parce qu'ils sont non, puis avec l'état de LinkedIn actuellement, c'est vrai que tu peux pas faire ça, c'est pas la tendance, c'est pas Ouais. On est d'accord. On arrive au bout finalement, tu vois, on avait dit maximum 1h30, on y est. Est-ce que tu as un message à faire passer, un coucou ou un coup de pub, ce que tu veux, c'est la minute libre où je te laisse transmettre un message à qui tu veux. Non, mais c'est plus à la communauté, que ce soit les décideurs ou les géomaticiens, c'est de se dire ne pas avoir peur de l'innovation. C'est pas forcément négatif, ça va pas forcément piquer votre travail, ça peut vous apporter plein de choses, des opportunités, et que nous, on essaie d'explorer, par exemple, ces opportunités-là pour voir la valeur que ça peut créer chez tous les acteurs. Et donc voilà, n'ayez pas peur, prenez des risques aussi, les collectivités, même si c'est un peu compliqué. Voilà, il y en a quand même quelques-unes qui osent prendre des risques et aller de l'avant pour pouvoir, les entreprises pareil, mais pour pouvoir adresser le monde qui va changer devant nous. Ouais. Et à mon avis, soyons prêts au changement de ce monde-là en faisant cette veille, en s'intéressant aux solutions et en y allant plutôt qu'en disant non, on n'y va pas. Et puis dans 10 ans, rattraper le retard parce que les Chinois, les États-Unis nous ont bombardé de cette technologie et qu'on est trop de retard. Donc soyons curieux et enthousiastes par rapport à tout ça. Super, merci beaucoup pour ce message que je valide totalement. Comment est-ce que l'on fait si l'on veut travailler avec toi? Où est-ce que l'on peut te contacter? Eh ben, écoutez, sur LinkedIn ou sur notre site polygonia.fr. Mais sinon, sur LinkedIn aussi, en message privé, il n'y a pas de problème. On est dispo. Évidemment, je mettrai le lien dans la description de cet épisode vers votre site web et également vers ta page LinkedIn. Merci Loïc pour cet échange. Merci beaucoup Emmanuel et puis longue vie aux géomagiciens. C'est gentil, avec plaisir. Quant à vous, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Je vous souhaite une très belle journée et surtout, n'oubliez pas, continuez d'apprendre, trouvez une méthode qui marche pour vous et qui vous permettra de perdurer. À très bientôt. Ciao tout le monde. But what's your job? I'm doing maps. Sorry, what's your job? You know, with data. But what's your job? I make the world readable. Tune it up, hey, hey, it's the podcast show. Tune it up, hey, hey, it's the podcast show. Maps, data, vision, geomagicians. Hey, hey, it's the podcast show with geomagicians. But what's your job? Maps, Data, Stories.